Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision ? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. On est reparti du coup. Parfait. Je laisse un peu de temps pour traverser certains trucs. Du coup, Julien, Vanessa. Et oui, je vais faire une redite parce que on a déjà fait un faux départ sur ce podcast et c'est de ma faute. Du coup, comme je disais, merci beaucoup de m'accueillir dans cette belle boutique. Moi je connais à travers vos pâtisseries, mais c'est vrai que et on en reviendra un peu sur l'histoire de comment on s'est connu, Julien. Moi je vous connais beaucoup à travers vos pâtisseries et on n'a jamais pris trop le temps d'échanger, et donc j'en suis heureux de le faire aujourd'hui. Mais comme les auditeurs le savent, j'aime bien commencer par cette question qui est généraliste. C'est qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, la Maison Cœur ? Alors, donc du coup la Maison Cœur, c'est moi et ma femme, donc du coup Vanessa. Donc on a ouvert il y a 2 ans et demi au centre-ville de Combourg. Donc dans une ville où il n'y avait aucun chocolatier, pâtissier, avec un laboratoire qui est ouvert sur la rue, où est-ce que toute la journée, du matin, même l'après-midi, on nous voit faire la confection de viennoiseries, de gâteaux, de chocolat, de guimauve. Et donc juste à côté, Vanessa elle tient le magasin pour tout ce qui va être la vente, l'espace salon-thé, tout ça. Donc il était pour nous important d'ouvrir ce genre de commerce à Combourg, car il était inexistant depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que les clients sont de plus en plus en recherche de bons produits et de voir ce qu'on fait en totale transparence. Mais vous êtes pas originaire de Bretagne, sauf erreur de ma part ? Non, on est de Bourgogne. On est arrivé là il y a 6 ans, donc on a eu des postes, elle et moi, de responsables dans divers magasins, moi en production et Vanessa en vente. Et donc il y a 3 ans, on a décidé de se lancer pour ouvrir à Combourg. Et comment vous êtes arrivé un peu sur la région rennaise et dans les alentours ? C'est quand on est venu en vacances il y a de ça 6-7 ans, on voulait s'en aller de la Bourgogne, pourtant on avait tous nos amis, toute notre famille là-bas, donc on voulait vraiment s'en aller avec notre fille loin, donc on a hésité entre la montagne et la mer. On voulait pas aller dans le sud, on connaissait pas la Bretagne, on est venu en vacances à Combourg et on a vraiment adoré cette ville, et donc en se baladant dans les rues, on a dit c'est là qu'on vient, et l'année d'après on a déménagé. Ok. Et c'est marrant de venir comme ça sur une région après une visite, touristique de vacances. Oui. C'est pas original dans le sens où souvent on déménage pour le travail ou on déménage pour ces raisons-là. Mais là, c'est original. Et même si on remonte encore plus loin, quelle est votre formation ? Moi j'ai qu'un seul CAP, rien d'autre. Et Vanessa, elle avait commencé un CAP vente, mais elle était en boulangerie, et du fait d'une allergie à la farine et de l'asthme, elle a dû arrêter. Donc Vanessa n'a pas été jusqu'au bout de son cursus, donc elle n'a pas eu son CAP, enfin elle l'a pas passé. Et moi j'ai eu simplement un CAP. Donc comme quoi, juste avec un CAP, on peut arriver à faire quand même des choses. Des belles choses. Ça j'en suis plus que convaincu, et là tu vas prêcher un convaincu que les études ne font pas tout. Ah non. Ça... Même si, je dois l'avouer, j'ai fait des études longues, pour changer un an après. Donc bon. Et une autre question que j'aime bien poser, qui est un peu plus challengeante, c'est comment vous définissez professionnellement ? Comment je définis quoi ? Comment tu te définis professionnellement ? Quand tu dois te présenter professionnellement Professionnellement, je sais pas, je suis quelqu'un d'assez rigoureux, d'assez carré, d'assez... on essaye d'être consciencieux dans tout ce qu'on fait, qu'il y a une logique dans notre façon de travailler, on essaye aussi d'être innovant dans tous les produits qu'on propose. Après, professionnellement, on essaye aussi d'être humain, que ce soit avec notre personnel comme avec notre clientèle.
Après, professionnellement, voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Alors c'est marrant parce que j'aime bien poser cette question justement parce que tu vois, la définition, ou comment moi je pourrais te qualifier, va être d'une certaine manière, et c'est pour ça que j'aime bien que mes interviewés s'expriment, parce que souvent ils donnent leur propre vision d'eux-mêmes. Tu vois, tu aurais pu me répondre, je suis pâtissier chocolatier. Ouais. Vanessa, alors j'explique un peu Vanessa qui est quand même à côté de nous et qui interviendra peut-être un peu moins sur le podcast parce que voilà, un peu plus. Elle n'aime pas trop discuter à travers des micros ou des caméras. Voilà, donc mais Vanessa est avec nous et interviendra si elle le souhaite. Donc c'est pour ça que je vais dire vous aussi tout au long du podcast parce que je m'adresse à vous deux. Voilà. Pour pas, il n'y a pas une volonté de t'exclure, Vanessa. Non, et le cœur y est, vraiment. Elle a tenu à rester pendant tout le podcast, donc je le précise. Mais je reviens un peu à la définition, c'est marrant parce que tu vois, t'aurais pu donner, moi je suis pâtissier chocolatier, puis toi t'aurais pu, Vanessa, nous dire, moi je suis responsable du magasin, alors que là, tu vois, tu vas vraiment sur les qualités, sur ce qui va, et ce que moi je retrouve aussi à travers les pâtisseries, à travers un certain nombre de valeurs. Et ce qui est, je trouve, très intéressant et qui te définit en fait. Donc c'est pour ça que je pose souvent cette question, parce qu'il y a souvent une dichotomie entre comment tu vas te présenter et ce que moi je pourrais pu te présenter. Ok. Voilà. Donc c'est le but un peu de cette question de challenger. Donc tu me disais que vous aviez tous les deux des postes en arrivant sur Rennes, dans des postes salariés, je vais appeler ça comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce déclic un peu de vous lancer, parce que de passer de salarié avec une position confortable, c'est-à-dire quasiment d'un salaire d'assuré, des choses comme ça, une perspective, à entrepreneur et toutes les péripéties que ça peut amener? Disons qu'à la base des bases, moi mes parents ils ont toujours eu des restaurants ou quoi que ce soit, donc ils ont toujours été patrons. Vanessa, du côté de son père, pareil, à un moment donné il a été patron mais dans un autre domaine. Donc c'est vrai que nous deux, dans les entreprises qu'on a bossé, on aimait bien être carré, avoir notre façon de travailler. Donc moi, où je travaillais en Bourgogne, ça se passait bien, j'étais vraiment responsable, j'avais plein de trucs à gérer. Même en Bretagne, quand je suis arrivé, j'ai un patron qui m'a assez fait confiance. Et du fait de mauvaises expériences et de choses que je voulais que ça se passe différemment, ça s'est pas fait comme je voulais. Vanessa, elle, pareil, elle avait une façon de travailler qui n'était pas forcément la même façon que ses patrons. On dit pas que leur façon était mal, mais peut-être que la nôtre était bien aussi. On n'était pas forcément écoutés sur certaines choses. Donc du coup, même si on savait qu'on allait faire plus d'heures pour être moins calé, comme tu disais, côté salarié, d'avoir sa petite vie, faire ses heures, avoir son salaire, point. On voulait vraiment que les gens ils viennent pour nos produits, pas pour des produits que je vais faire pour d'autres patrons, et que d'autres patrons vont leur être attribué des mérites à travers ce que je fais moi, alors que c'est mes idées. Et c'est vrai qu'aussi que de nous-mêmes, que Vanessa ses clientèles à elle, que les gens viennent pour la voir elle, viennent pour goûter mes choses à moi. Enfin voilà, qu'on a vraiment un savoir-faire. L'entreprise vraiment à notre image. À notre image, voilà. Donc c'est-à-dire que si moi, ce matin, je veux commencer à 2h, finir à 18h, je le fais. Si demain, je veux commencer à 5h et partir plus tôt, je le fais. Si j'ai un rendez-vous à caler par rapport à nos enfants, on a un fils aussi, c'était compliqué parce quand on a ouvert, il avait un an, donc c'est sûr qu'il était souvent avec nous au magasin, mais là, s'il y a des rendez-vous pour les enfants, on peut se libérer, mais surtout, la priorité, surtout que les gens viennent pour nous, pour notre image, et qu'on leur vende nos valeurs à nous à travers nos produits et notre magasin. Ok. Et pourquoi même si je m'en doute, je pense que tu nous as donné une partie de réponse tout à l'heure, pourquoi uniquement une pâtisserie-chocolaterie? Dans le sens où, d'un point de vue business model, on sait que les boulangeries et pâtisseries font souvent du chiffre sur la partie pain, c'est souvent ce qui se vend. C'est ce qu'il dit, vous me direz si je dis des bêtises. Pourquoi uniquement alors au début le projet était aussi d'avoir un salon de thé, oui, de ma part. Oui. Mais pourquoi uniquement se concentrer sur ces produits-là et pas de pain? Déjà de base parce que j'ai un CAP pâtissier, je peux pas faire de pain. Ok. Déjà. Après de deux parce que je suis pâtissier et je suis pas boulanger, un carrossier va pas faire de la mécanique ou un mécano va pas faire de la carrosserie. De trois aussi, la marge sur le chocolat elle est bien comme le pain dans une boulangerie. Okay. Donc, au final, un boulanger va faire moins d'argent sur des gâteaux mais plus sur le pain. On va faire plus d'argent sur le chocolat mais moins sur les gâteaux. Donc c'est vrai que c'est pas du tout ça. Donc notre produit d'appel entre guillemets ça va être les gâteaux, mais si aujourd'hui on voit notre chiffre d'affaires,
On va dire qu'on fait 50 pâtisseries, 50 chocolats, et que la marge, elle est 3, 4 fois, 5 fois plus importante, on va dire peut-être des fois en chocolaterie, qu'en pâtisserie, où est-ce qu'elle va même pas être de 2, quoi. Donc c'est vrai qu'on va gagner plus d'argent sur le chocolat, qui va se répercuter sur les gâteaux, qu'on n'en gagne quasiment pas, comme un boulanger par rapport à ses baguettes et ses gâteaux. Ouais, puis c'est pas la même valeur aussi par rapport à... Enfin, toi, t'es pas passionné par le pain, moi, je suis pas passionnée par la vente de pain non plus. Les clients, on les voit pas, on peut pas discuter avec eux. C'est une baguette toutes les minutes. Enfin, il n'y a pas la même relation. Moi, je trouve que c'est pas le même concept de boutique déjà de base entre une boulangerie et une pâtisserie-chocolaterie. Ok. Je comprends enfin l'approche pour la métier technique, hein, je m'en doutais un peu de la réponse parce qu'effectivement, j'en discutais encore très récemment avec une autre pâtissière qui me disait exactement la même chose. Mais je trouve que c'est un complément vachement intéressant ce que vous dites, parce que l'approche aussi en magasin, c'est une notion que... c'est vrai que Vanessa, une boulangerie, elle va brasser 400-500 clients par jour pour aller faire une vente entre 1€ et 2,20€ à part si elle prend des viennoiseries ou des gâteaux. Vanessa, par jour, on va avoir, je sais pas, j'ai une bêtise, 70, 80, 100, 120 clients, mais elle va passer 5-10 minutes avec chaque client pour l'expliquer, le conseiller. Enfin, c'est vraiment du conseiller vendeur et pas de la vente pure, une baguette, merci, avec ceci, au revoir. Enfin, voilà, quoi. Là, il y a vraiment une approche, carrément. Que ce soit sur le chocolat et les pâtisseries, de venir conseiller le client, je suppose. C'est ça. Une baguette, bon, tu peux lui conseiller, mais... Oui, voilà. Et puis des fois, c'est même justement, du coup, la fidélisation fait que le client, il va venir chercher toujours le même pain. Donc il n'y a plus de conseils finalement. Alors certes, on peut lier un lien parce qu'on le voit tous les jours, mais c'est pas pareil. Et puis on a moins le temps de discuter avec eux, donc automatiquement, la relation n'est pas la même. Ok. Donc au début, il y a aussi une volonté de faire un salon de thé. Ce projet a un peu évolué, sauf faire de ma part. Hein, ça a un peu... aujourd'hui, vous vous concentrez surtout sur la pâtisserie et la partie chocolat. Ouais, mais on fait ça monter aussi tous les jours. Ah ouais. Okay. C'est juste que là, c'est le matin. C'est pour ça, le matin, il y a moins de monde. On propose des formules petit déjeuner, mais c'est vrai que ça a du mal à prendre parce qu'à Combourg, il y en a pas mal qui bossent. Mais autrement, voilà. Et puis en ce moment, vu que on manque de place dans le laboratoire, donc on va chercher à s'agrandir dans l'année ou dans les années à venir. Okay. Mais c'est vrai que du coup, quand c'est Noël ou quand c'est Pâques, Vanessa le réquisitionne pour le salon de thé, là, pour mettre tous les chocolats de Pâques en boîte, ou à Noël pour mettre tous les chocolats de Noël en boîte. Donc le salon de thé, là, ça fait 2 semaines et on commence à reprendre des clients, et ça fait 2 semaines qu'on dit il n'y a pas de place, quoi. Ouais. Mais autrement, elle a surtout du monde d'après-midi au salon de thé, puis le week-end autrement. Okay. Mais la semaine, les gens ils sont au boulot, donc voilà. Ouais, c'est sûr que Mais c'est vrai que la partie salon de thé, c'est rien qu'à côté. C'est un service qu'on propose en plus pour que les clients ils se fassent plaisir, qu'ils goûtent aux boissons chaudes qu'elle fait. Elle fait des cocktails de boissons chaudes, tout ça. Elle fait une gamme de 24 thés bio aussi. C'est vraiment un service en plus, quoi. Mais on marge pas là-dessus. On fait pas ça pour vraiment faire de l'argent. On fait ça vraiment pour apporter quelque chose aux clients en plus, quoi. Ok. Parce qu'effectivement, mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, les quelques fois où je suis passé dans la boutique, à chaque fois c'était fermé, mais à chaque fois je suis passé un matin. Ah oui, le matin, oui. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais eu cette impression, mais c'est cool. Et moi j'aime bien cette approche un peu multi-domaine, donc pâtisserie, chocolat, salon de thé, qui vous permet d'aborder plein de... Ah, puis tout en restant dans le même domaine, tu vois. Ouais. Parce qu'après, le but, là, nous aussi, c'est on aimerait bien mettre ça en place, mais on n'a pas le temps, parce qu'on a pas mal de boulot, c'est faire des cours de pâtisserie, donc faire des masterclass ou des cours de pâtisserie l'après-midi et tout. On aimerait bien aussi, parce que moi j'ai bossé en restaurant, c'est faire des desserts sur assiette à proposer aux clients. Tu vois, genre, mettons, je me mets un petit marbre dans le salon de thé, je dresse devant les gens, tout ça, donc on a plein de projets en vue. Et ça reste quand même dans notre domaine, la pâtisserie-chocolaterie. Demain, je vais pas me mettre à faire des sandwichs, quoi. Donc voilà. Même si on a pas mal de demandes, qu'on a des gens qui voudraient qu'on fasse traiteur pour plein de choses, mais on peut pas être partout, on peut pas s'évader, sinon après, on perd le fil conducteur qui est la pâtisserie-chocolaterie de base, quoi. Ouais. Et c'est ça quand on vous connaît, on vous suit à travers les réseaux, on vient dans la boutique, c'est vraiment ça, votre fil conducteur de pâtisserie chocolaterie, et notamment l'originalité, et ça c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup chez vous, hein, c'est l'originalité du produit, parce que vous proposez des choses assez, et on en discutait juste avant le podcast, sur le bassin rennais, vous êtes pour moi, alors à mon avis, hein, c'est bien sûr que mon avis, mais vous êtes parmi les plus originaux en termes de pâtisserie et chocolaterie, même si je connais un tout petit peu moins votre chocolaterie, mais pâtisserie sur le bassin rennais, voire plus large, mais je veux déjà partir sur le bassin rennais, donc c'est aussi quelque chose qui vous motive. On essaye de se démarquer vraiment des autres, quoi. Tu vois, même les 3 quarts de nos gâteaux ils sont sans gluten, donc on utilise 9 farines différentes, donc pois chiches, riz, manioc, maïs,
sarrasin, plein de farines différentes. Donc au début, les clients, ils étaient un peu, ils disaient, mais au final, du pain sans gluten, je trouve que c'est pas très très bon. Un gâteau sans gluten, au lieu de mettre de la farine, tu mets de la maïzena ou tu mets une farine de riz, ça a exactement le même goût. Après, nous, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, donc on se démarque aussi là-dessus. Tu parlais aussi d'originalité, on fait aussi des glaces l'été. Donc c'est vrai qu'on a 24 glaces différentes, tu vois, je dis une bêtise, on a fait litchi, rose d'Ispahan, cassis, violette sauvage, on a fait pomme avec safran du Cachemire, enfin même dans les glaces, on a quand même vanille fraise. On essaie d'être original, quoi. Et c'est vrai que cette année, on a investi là pour cet été dans une plancha glacée pour faire des rôles glacés, je sais pas si tu connais. Ouais. Donc on est en train de construire le stand et tout, donc on va s'appeler Cœur de glace, et pour couvrir tous les événements sur Combourg, que ce soit au château de Combourg, fête de la musique, fête de la lanterne qui se passe à Combourg, 14 juillet, on ouvre en nocturne là déjà jusqu'à 1h du matin, mais là en plus de ça, on va proposer ça sur Combourg, je vais me balader avec mon petit chariot, je vais me poser dans Combourg et je vais faire des glaces à la demande aux gens, quoi. S'ils veulent, mettons, de la pêche, du chocolat, de la banane, hop, on va checker les glaces devant eux, vraiment, encore pour être transparent, qu'ils voient les glaces qu'on fait, et en plus, des trucs des goûts originaux, quoi. Donc on essaye toujours de nouvelles recherches pour être encore plus originaux à chaque fois, même si déjà on est pas mal. Ouais, déjà pas mal. Et d'où vient un peu cette... si vous savez d'où ça vient, d'où vient un peu cette volonté justement d'originalité, parce que... je prends un cas très extrême qui est la boulangerie-pâtisserie souvent de quartier qui fait toujours les mêmes gâteaux pendant toute une saison, voire qui va changer quand les fraises arrivent, va peut-être changer, mettre un peu de tarte aux fraises, avant va proposer autre chose. D'où vient un peu cette volonté aussi de toujours proposer du produit un peu nouveau? Parce que sinon on s'embête, quoi. Enfin je sais pas, on est passionné de faire toujours la même chose, travailler à l'usine c'est pas mon truc, quoi. Enfin je sais qu'il y a des pâtissiers partout dans le bassin rennais, ils ont avoir des mêmes gâteaux depuis 5, 10, 15 ans. Moi je parle avec des gens qui bossent dans des boîtes comme ça et ils me disent ça fait 10 ans qu'on fait le même gâteau, le même biscuit, la même mousse. Enfin le but c'est de se renouveler pour aussi bien que nous on s'éclate à faire de nouvelles propositions et que nos clients ils se lassent pas non plus et qu'ils soient contents de manger tout le temps des nouveaux gâteaux au magasin, quoi. Qu'ils disent t'as vu, ça c'est nouveau, ça c'est bien, ça, enfin voilà, quoi. Je vois pour la découverte, je vois pour Noël, les 11 bûches qu'on a fait, il n'y en a aucune qu'on retrouve en gâteau. Pour Pâques, on sort 2 gâteaux de Pâques, c'est aucun qu'on retrouve en gâteau. Là, pour la Saint-Valentin, on a sorti 3 gâteaux, c'est aucun gâteau qu'on a fait. À chaque fois, c'est des nouveaux produits, des nouveaux chocolats, des nouveaux fruits. Enfin, parce que voilà, on aime bien tester les... Moi, quand je vais au restaurant, j'aime pas manger tout le jour la même chose, donc je pars du principe que nos clients, ça doit être pareil. Ouais. Vu qu'on aime ce qu'on fait, voilà. Et comment ça se passe justement sur cette prise de décision? Quel est un peu le... Je vais utiliser le mot trop de process, mais comment vous dites on va proposer un nouveau gâteau? Déjà, comment vous dites on va changer la gamme, changer la carte, et comment on invente un gâteau? Moi, c'est ça que tu vois, Tu vois, genre, j'ai un truc tout con, là, on vient de faire un gâteau, mettons, qui est à l'amande, à l'abricot, à la fleur d'oranger. Donc du coup, là cet été, on a été en vacances en Espagne, j'ai goûté une glace à l'amande, j'ai dit c'est super bon l'amande, ok. Arnaud, mon chef pâtissier, je lui dis on mettrait quoi avec l'amande? Il me dit on n'a pas fait de truc à l'abricot depuis longtemps. Je dis ok. Un de mes fournisseurs, je sais qu'on a reçu de la fleur d'oranger qui est super bonne et tout. Je dis on pourrait essayer d'associer les trois, donc on a fait pas mal d'essais avec du lait d'amande, de l'amande amère, de l'abricot, de la fleur d'oranger. On a dit tiens, ça se marie bien ensemble. Après en visuel, forcément, on regarde tout ce qui se fait partout dans le monde, sur Insta, sur Facebook. On a vu un visuel, un gâteau qui nous plaisait bien, mettons avec cette couleur-là, un autre pochage sur un autre gâteau qui nous plaisait bien sur cette couleur-ci. On se dit tiens, orange ça va bien marché, même si le gâteau à la base il était vert en photo, et puis on essaye, et puis voilà quoi. Et puis après Vanessa elle peut dire, là mettons, surtout en chocolat, parce que Vanessa elle aime bien les gâteaux, mais elle plus chocolat noir, mais elle peut dire mettons j'aimerais bien que tu me fasses ça, un coup on avait goûté ci, mais j'ai déjà vu avec cette forme qui était là, qui était comme ci, donc en mixant, voilà, je suis pas Dieu, donc on prend des idées à droite, à gauche, sur internet, dans des magasins même qu'on a vu partout quand on s'est déplacé en vacances et tout, puis en additionnant tout ça, après on se pose et puis on dit un peu de ci, un peu de ça, ça donne ci quoi. Parce que justement, pourquoi je pose ces questions, c'est parce que souvent on a l'idée de ça vient un peu comme ça. Voilà. De faire des gâteaux, de faire des créations de manière plus générale. Ouais. Je pourrais parler aussi du chocolat. Quand on fait de la création un peu culinaire, c'est que ça vient un peu comme ça, tu vois, ça vient un peu d'un esprit fou qui griffonne 3 trucs. Et mais en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'inspiration, de recherche, de choses que
vous prenez à droite à gauche pour après construire un peu. Ah bah carrément, tu vois, genre mettons, moi j'adore la fève de tonka, j'aime pas le café, Vanessa aime bien le café, je sais qu'on est en Bretagne, les gens ils préfèrent le caramel, bah là on a fait une éclair, caramel, fève de tonka, avec du café de Brocéliande. Là c'est pareil, on a fait un autre gâteau avec, avec de la noisette et du jandouja, parce qu'Arnaud il adore le jandouja, moi j'adore la noisette, et le chocolat au lait un peu moins, mais on sait que ça se vend bien aux clients. On a vu une déco qui nous plaisait dans une autre pâtisserie qui était, je sais plus, en France à Lyon je crois. On a dit, ah bah tiens, même si c'était pas du tout ce gâteau là, c'était vanille pistache qui faisait eux, on a dit on pourrait faire ce gâteau là avec ce chocolat au lait là parce qu'il a un goût de noisette, enfin voilà. Oui, on a des idées, le matin on va se réveiller, au pire on va dire, ah bon on ferait bien un gâteau comme ci, comme ça, mais toutes les recettes du début à la fin ou les décos, de toute façon aujourd'hui pour rendre ça vendre, tout est déjà fait. Enfin, après les associations, oui, c'est nous qui les trouvons, les recettes c'est nous qui les recalibrons parce qu'on n'aime pas trop quand c'est sucré, pas trop quand c'est gélifié, donc on va tout recalculer après. Mais de base, on chope des idées, une dizaine d'idées, et puis après on met tout en commun et puis ça donne un gâteau. Et si on veut être honnête, l'être humain de toute façon s'enrichit toujours de son environnement, c'est comme quand on voyage. On voyage aussi pour s'enrichir de certaines choses et même sans s'en rendre compte, on enregistre. Et après coup, on va y repenser. Enfin, c'est vrai que c'est souvent comme ça. C'est vrai à travers l'expérience. Celui qui dit, bah non, j'ai tout remonté, j'ai tout trouvé ce matin, c'est forcément parce qu'il l'a vu, ou qu'il l'a senti, ou qu'il l'a mangé, ou qu'il peut pas se réveiller un matin et dire, ah tiens, je vais faire ça et ça comme association, mais ça sort de mon esprit. Bah non, noisette caramel, c'est parce que l'année dernière, il l'avait vu, il l'avait senti, il en a entendu parler. Si, il y en a qui le font. Oui. Mais mais les épices, c'est parce qu'on les découvre déjà à la base, donc après on veut essayer de les travailler. Carrément. Enfin, c'est toujours l'enrichissement du quotidien finalement. Des connaissances qu'on a à droite à gauche surtout. Je suppose qu'il y a un vrai travail de recherche aussi de trouver des nouveaux produits, parce que je sais qu'à un moment vous proposiez pas mal de nouveaux produits, de nouvelles saveurs aussi. Donc il y a c'est quoi que t'appelles nouvelles saveurs? Nouvelles saveurs. Je vais pas avoir la la liste, liste, les poivres, des fois c'est nous qui allons chercher à voir ah, s'il y a des oui, nouveaux c'est poivres. ça. Ah oui, ok, pas des saveurs inconnues. Non, pas des saveurs inconnues, des saveurs qu'on ne trouverait pas traditionnellement dans les pâtisseries. Oui, ok, voilà. oui, ah bah oui, ça oui. Il y a vraiment une recherche et une volonté d'inclure des choses qui sortent un peu de l'univers de la pâtisserie. Et c'est vrai que je parle beaucoup de pâtisserie, mais on parlait juste avant de la gamme de chocolat qui est la même chose en fait. Il y a une vraie... moi, c'est ça que j'aime beaucoup moi chez vous, je vous l'ai déjà dit et vous le savez à travers les petites critiques que j'essaye de faire sur Instagram, c'est en fait, je trouve qu'il y a un enrichissement de la palette du sucré avec des éléments qui viennent à la base du salé quand même, qui est assez fort quoi. Tu parles du salé, genre de la fleur de sel, je sais que j'en mets dans plein de choses parce que c'est un exhausteur de goût. On a donc toute notre mousse au chocolat, on met de la fleur de sel. De la fève de tonka, on adore, on en met un peu partout. Pareil, le poivre timut, c'est un poivre qui a un goût de pamplemousse qu'on sert pire dans les cuisines pour les poissons. Moi, je vais l'associer avec de l'agrumes ou je vais l'associer avec du chocolat noir 64%. Enfin, et puis là que tu parles d'épices, là avec Valrhona, notre fournisseur de chocolat, on est en train de créer un chocolat qui a un brevet, va être déposé pendant un certain temps. Si tu veux, notre chocolat va être produit que pour nous. Donc c'est-à-dire on pourra le trouver que chez nous, ça va être un chocolat noir 72% pure République Dominicaine, mais on a voulu dedans retrouver des traceurs, des épices que moi et Vanessa on affectionne particulièrement, donc c'est-à-dire que tous nos chocolats noirs vont être enrobés avec un chocolat noir qu'on va trouver que chez nous, avec des goûts qu'on a voulu, subtils, parce qu'il ne faut pas que ce soit un chocolat qui ait goût de poivre alors que t'enrobes une ganache ou un praliné à la vanille, quoi. Mais ça va être justement un chocolat, encore même notre commercial nous a dit, tous mes clients, on a eu 18 ou 19 maquettes différentes, il a dit dans tous les clients, enfin nous on voulait un truc vraiment qui sort un peu de l'ordinaire quoi, que les gens ils viennent pas chez nous manger une tablette, c'est du chocolat, il est amer, il est fort, non on veut qu'ils disent ah ouais il y a des coups de ci et de ça derrière, enfin voilà, toujours on s'est encore pris la tête pour un truc comme ça. Voilà. Ouais, c'est c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pas pour acheter des trucs et les revendre. Bah oui, mais moi je trouve ça, j'adore l'approche. Par contre, ça doit vous poser des on se prend la tête. Prend la tête, puis derrière, parce qu'après il y a aussi la côté vente. Ça doit être un vrai challenge pour eux. Le gâteau, si tu veux au magasin, genre un gâteau à l'amande, tout ça, on va Vanessa sur son étiquette, elle explique aux clients ça va être abricot, amande, basta. Parce que si on commence à rentrer dans les détails, compoté d'abricot, rôti avec ci, avec ça, enfin on peut pas quoi. Même ça à la parole, mais jamais sur l'étiquette. Et encore à la parole, les gens tu les perds, tu vois, on a 12 gâteaux, on commence à raconter la vie de chaque gâteau. Il y a que des gars comme moi qui viendront et qui ça pendant et là pareil que tu parles que c'est farfelu, tu vois qu'on a eu les bûches de Noël, comme je te disais, la bûche au chou-fleur, l'année dernière la bûche petit marron, butternut, noisette, tout ça, si tu veux, sur notre carte des bûches.
peu entre guillemets perché, mais presque. Et si tu veux, on met pas une composition classique genre mousse, biscuit, compoté. Ça va être toujours, on raconte une histoire. Donc l'année dernière, celle au Petit Marron, c'était le jardin de Merlin. Donc on racontait Merlin quand il fait sa potion, dedans il a mis ça. Là cette année, comme bûche, c'était celle au chou-fleur, c'était la Santa Village. Donc on racontait l'histoire du Père Noël qui avait un enfant farceur qui était passé, qui avait mis du chou-fleur avec de la vanille. Le Père Noël avait trouvé ça bon, donc dans sa soupe. Enfin, si tu veux, on raconte des histoires à chaque bûche de Noël. Donc on avait 11 bûches, 11 histoires à raconter. Donc c'est vrai que là par contre, ouais, ok, là je me lève un matin, tu vois, je me pose un jour de repos et je passe 6-7 heures avec Vanessa à trouver des trucs, là ok, là ça vient vraiment de ma tête, parce que je suis un peu perdu. Mais voilà, tu vois, c'est bien, les gens ils aiment bien. Ouais, mais c'est top. On est chez nous, c'est notre boutique, donc au moins on peut faire ce qu'on veut. Quoi. Ouais, mais ça transparaît. Et ça nous démarque aussi, tu vois. Donc, voilà. Je suis vraiment déçu d'avoir loupé cette bûche. Est-ce que t'aimes bien le chou-fleur ? Parce que moi j'aime pas les légumes à la base, tu vois, en fait, j'aime vraiment pas les légumes. Le chou-fleur c'est un des légumes, quand les gars l'ont cuit dans le labo, je le trouvais pas. Et un jour, tu vois, c'est pareil, vanille du Mexique, chou-fleur, pourquoi ? Mais un jour avec Vanessa, on regarde pas mal d'émissions culinaires, il y a un grand chef étoilé, je sais plus c'est lequel, il avait fait un truc chou-fleur vanille, et tous les clients en salé, et tous les clients disaient c'est super bon. Alors moi je dis chou-fleur vanille, on va le faire en dessert. Alors mon chef il m'a dit chou-fleur vanille, qu'est-ce que ça va donner et tout. Et au final, moi j'aimais pas du tout cette bûche. Mais les clients, ils ont adoré, quoi. Ils ont même dit le goût du chou-fleur peut-être pas assez prononcé, alors que, bon, voilà. Ouais, donc, bon. Comme quoi. Ouais, tu vois. Mais ouais, tu vois, moi je suis très adepte des légumes dans les pâtisseries. Okay. Alors pas tous, il y a des choses. Mais j'aime bien tester, parce que j'ai goûté des choses... pas forcément, je vais pas dire forcément que je prendrai tous les jours. Ouais. Mais juste pour le délire de goûter, et de se dire, ah ouais, c'est quand même intéressant, puis ok. Et puis peut-être, voilà, j'ai au moins découvert un truc, j'ai découvert des goûts, et c'est vachement intéressant. J'en viens un peu plus sur la prise de décision et sur un peu comment vous faites fonctionner la boutique. Est-ce que vous faites... parce que je vais revenir un peu sur l'origine du projet. Parce que ça, il y avait avant de partir sur la prise de décision, je vais revenir sur l'origine du projet. Parce que quand vous avez ouvert votre boutique, il y a un élément qui m'avait interpellé, mais dans le bon sens du terme, c'est que vous aviez lancé une cagnotte. Ouais. Et ce qui est quand même... Alors, c'était il y a quelques années, ça se faisait déjà, ça existait depuis un certain temps, les cagnottes en ligne, mais pour ouvrir une boutique, c'était quand même pas le plus courant. Voilà. Comment vous êtes en arrivé à lancer ce projet aussi ? Si tu veux, en fait, pour ouvrir la boutique, on avait fait le business plan, tout ça, il nous fallait 450 000 euros. Okay. En plein Covid. 450 000 euros, ouvrir une boutique, alors toutes les boutiques ferment, compliqué. Ouais. On avait que 30 000 euros d'apport, donc soit 6% d'apport. Pour ouvrir un magasin, il faut aller à 20-30% d'apport, tu ne fais pas une boutique avec 6% d'apport. Donc on a fait une cagnotte, pas pour avoir forcément de l'argent, parce qu'on a récolté que 5 ou 6 000 euros, sachant qu'il y a pas mal de notre famille qui l'ont mis de l'argent aussi dessus. C'était surtout pour, aux yeux des banques, avoir de la visibilité et qu'il y ait un nombre de participants qui voyaient que notre projet était soutenu. Donc ça a été plus ou moins bien interprété par des gens de Combourg, ce que je l'accepte. On a plein qui disent t'as vu, ils ont réussi parce qu'ils ont fait une cagnotte. Alors la cagnotte ne a représenté que 1,2% de l'argent du projet, même pas 1,2%. Même pas à peine, parce qu'on a eu 5 000 euros, dont 2 500, 3 000 euros de notre famille qu'on mis sur la cagnotte en plusieurs fois. Mais c'était surtout aux yeux des banques pour voir qu'on était soutenu. Parce qu'en plein Covid, il fallait qu'ils montrent qu'il y avait un engouement de la population pour avoir ce projet-là. Donc du coup, on a fait la cagnotte, et au moins, quand on a fait notre business plan, qu'on a présenté notre PowerPoint à la banque avec notre courtier, quand on a présenté la cagnotte, vous voyez, il y a eu tant de participants, et les commentaires. Donc au final, allez, on va dire, vraiment en participants de Combourg, il y en a peut-être eu 120, 130, 140. On a eu peut-être, vraiment de participants, pas qu'on connaissait, pas de la famille, on a eu peut-être 1500, 2000 euros, mais c'était surtout qu'on a voulu faire ça pour avoir un appui aux yeux des banques, au vu de notre apport. Okay. Pour qu'on ait le prêt, quoi. Et au final, on a eu le prêt, on a eu plusieurs prêts aussi à taux zéro, on a eu plusieurs aussi passes commerce avec la communauté de communes, on a eu un prêt aussi à Saint-Malo, donc on a contracté en tout 6 ou 7 prêts différents avec plein d'organismes différents, des crédits bail aussi, parce que donc du coup, on ne pouvait pas avoir tout l'argent en crédit propre, mais plus en crédit bail, parce que si tu veux, en crédit propre, on ne pouvait pas avoir 500 000 cash. Ouais. Il fallait qu'il y ait 150 000 euros de crédit bail, nous, pour l'investissement du labo, 50 000 euros pour Vanessa pour l'investissement, il a fallu un autre crédit pour le fonds de commerce, un autre crédit pour les achats de matières premières. Donc c'est vrai que des crédits, on en a contracté peut-être 8 ou 9 différents, avec des organismes différents, pour avoir ça. On n'a pas demandé 500 000 euros cash à la banque, c'est pas possible.
le nombre de signatures que vous avez dû faire. Oui. Pourquoi j'ai fait un prêt pour un achat immobilier personnel. Hein. Vu le nombre de signatures, mais je me dis, mais 8 prêts. Ouais, non, c'était compliqué. J'ai dû passer des heures à signer. Au début, c'était compliqué. Alors, quand des fois on a rendez-vous avec le comptable et il nous dit on peut avoir l'échéancier avec votre crédit, quand on voit que les crédits ils font tous 20-40 pages et il veut tout. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Je comprends en fait, j'avais pas l'histoire complète derrière l'appel à projet, je vais perdre le mot. Projet de cagnotte. Le projet de cagnotte, merci. Le projet de cagnotte, mais c'est aussi, je trouve, c'est vachement astucieux d'utiliser un tel projet comme ça, parce que je pense que le début, initialement, c'était potentiellement de récolter un peu de fonds, mais c'était surtout un projet de com. Ouais. Ah bah oui. On est passé à la radio, on est passé sur It West, on est passé sur France Bleu Armorique, on est passé sur 4 radios locales, on est passé dans les 3 journaux locaux, on a mis des pancartes partout à Saint-Malo, à Rennes, à Combourg. Donc tu vois, même d'ouvrir sur Insta et Facebook, on avait déjà 1500 abonnés. Ouais. Parce que du coup, on s'est fait de la com à mort. Donc du coup, ce qui a fait que quand on a ouvert, il y a eu la queue pendant des jours, des semaines qu'on n'arrivait pas à suivre tellement qu'il y avait de monde, parce que la cagnotte, on l'avait fait, oui, comme tu dis, pour récolter de l'argent, mais c'était surtout aux yeux des banques et surtout pour faire de la communication avant l'ouverture. C'est ça surtout que ça nous a apporté. Donc les gens ils disent que c'est grâce à ça qu'on a ouvert, oui certes et tout, mais on n'a pas ouvert parce que grâce à ça, parce qu'on n'avait pas d'argent. Non mais c'est ça. Mais après, mais il y a des gens ils ont du mal à comprendre. Oui bon. Après. mais voilà. Moi je trouve ça vachement astucieux. J'avais pas perçu comme ça et outre l'aspect com un peu oui. Mais l'aspect banque et je trouve comme grand public je comprenais. Voilà aussi c'est une manière d'ouvrir, d'annoncer une ouverture et tout ça. Outre que l'aspect physique peut-être sur les façades, mais niveau banque, une sorte de, pas de pression, je ne vais pas donner jusqu'à le mot pression, mais de dire voilà, ok, il y a un intérêt pour notre projet, c'est vachement intéressant, c'est un truc, ouais. Non, puis en plus à 29 ans, tu vas en banque, tu viens d'avoir ton deuxième enfant, Vanessa elle n'avait pas de diplôme, moi j'avais qu'un seul CAP, donc aussi ce qui nous a aidé à mort aussi aux yeux des banques, c'est mon Insta Pro et le Facebook, parce que du coup les banques en fait, quand on a fait le PowerPoint, on montrait mon Insta Pro, on disait oui j'ai qu'un CAP, mais au final, regardez, j'ai gagné un concours, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais des pièces en chocolat, je fais des gâteaux. Ah ouais, il a qu'un CAP, il fait ça, mais on connaît des gens, ils ont des BM ou des BTM, ils font pas ça en fait. Donc en fait, c'est vrai qu'aux yeux des banques, à chaque fois, notre courtière, elle disait, vous avez vu qu'avec un CAP quand même, et Vanessa n'a pas de CAP, et elle a été responsable de vente, quoi. Donc c'est vrai que notre Insta, notre Facebook et la cagnotte, ça nous a bien poussé dans ce sens-là. Il n'y aurait pas eu ça, je sais pas si on aurait eu les crédits en plein Covid en tout cas. C'était un plus. On va pas dire quand même, on sera jamais non, si mais en plein Covid, c'était chaud, ou pas. Ouais. Mais effectivement, ça a rajouté le fait que les clients étaient en attente qu'on ouvre. Ouais. Donc en fait, c'était la preuve qu'un commerce comme ça leur manquait à proximité, quoi. Parce que nous, outre tous les commerçants qui nous disaient il n'y a pas de pâtissier chocolatier depuis des années, dès que tu vas ouvrir, tu vas avoir plein de monde, nous on y croyait sans trop y croire, mais on disait oui, c'est vrai et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que les banques, on va pas dire Pierre il a dit ça, Jacques il a dit ça, les banques ils veulent du concret, quoi. Ils veulent du marqué, ils veulent du truc, quoi. Ils veulent un chiffre quelque part. Tu vois, avant d'ouvrir, ils voient Insta, 1000 abonnés, plein de commentaires, plein de photos, ils voient la cagnotte, 200 commentaires, ils disent ok, on est à Combourg, donc c'est vrai qu'en banque c'était compliqué, il n'y a qu'une banque qui nous a suivis. Okay. On a eu quand même, à cause avec le courtier, on a quand même 3 ou 4 refus. À chaque fois on y allait, ils nous disaient non, on n'y croit pas, non, ça va pas marcher, non, ça va pas être fou à Combourg, qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis au final, maintenant, les banques qui viennent nous voir, ils nous disent c'est quand vous voulez que vous. Non, en fait, non. Il y a une banque qui m'a dit oui, je reste à la banque qui m'a dit oui, quoi. Donc c'est pas une fois que c'est lancé que maintenant non, en fait. C'est assez fou cette. En fait, on se rend pas compte, moi y compris, de la dureté d'ouvrir une boutique comme le vôtre, les sommes que ça exige. Parce et encore, vous êtes d'autant plus dans des budgets élevés parce que faut acheter un certain nombre de matos très cher. Une création en plus. Ouais. On a refait plein de travaux. Ici, ils faisaient des photos et de l'autre côté, au labo, ils vendaient des vélos. Okay. Donc il a fallu tout qu'on refasse, l'électricité, la mise aux normes, mettre du triphasé. Tu vois, genre un truc tout con. Mettons, avec N10, je suis passé en 36 kVA à la puissance la plus forte en tarif jaune ou bleu, je sais plus. Ils ont demandé 1200 € juste pour changer un compteur. Tu vois, il a fallu qu'on refasse toute la plomberie, des tranchées dans tous les sols. Il a fallu qu'on refasse tout le carrelage. Il a fallu ici qu'on fasse toute la peinture, tout le sol.
tout l'investissement matériel. Et plus tout le matériel, bah oui, Okay. tous les travaux, tout le matériel, achat du fonds de commerce. Avant ici, ils vendaient des photos, mais on a quand même racheté un fonds de commerce 40 000 €, alors qu'ils vendaient des photos, on n'a pas racheté de clientèle, mais on a racheté l'emplacement. Mais c'est simple, c'était ça où on n'avait rien, parce que ça faisait déjà 2 ans qu'on regardait sur Combourg. Il y avait des petits locaux 8, 30, 40 mètres carrés, mais va trouver un local de 80 mètres carrés là, plus un autre à côté avec le labo, juste les deux à côté. Il y en a plein, ils nous ont dit, ouvrez dans la zone industrielle un labo. Mais dans la zone industrielle à Combourg, on va pas te voir. C'est-à-dire que tu vas bosser là-haut, c'est-à-dire que Julien, si on l'appelle pour un rendez-vous, bah non, Julien il est pas là, il est là-haut. Allô Vanessa, tu peux venir? Ah bah non, je suis... Enfin, c'est compliqué la gestion. C'est mieux quand tout est sur place, c'est vrai que c'était plus d'investissement, mais au moins tout est sur place, tu vois. Là, on est en train de parler, les gars ils sont à côté en train de travailler, s'ils ont une question, ils peuvent venir me voir, quoi. Ouais, et puis là, t'es passé les voir juste avant qu'on lance le podcast. Ah bah oui. C'est ça, et puis... Donc, j'ai la chance de vous avoir tous les deux Voilà. au même moment. Ça, carrément. c'est cool. Ok, mais c'est assez fou, moi je trouve Enfin, moi je me rends pas compte, hein, et souvent, parce qu'on a l'habitude, on a cette image, et surtout mon audience, je sais, a beaucoup l'habitude des entreprises de service, où en fait, pour lancer une boîte, il suffit d'un PC, d'une connexion internet, et puis on a après c'est du jus de cerveau, entre guillemets. Hein. J'exagère beaucoup, mais là, en fait, pour l'ouverture d'une boutique, c'est des sommes assez folles. Il faut effectivement avoir à moins d'être riche milliardaire, faut avoir une banque qui suit, et en plus vous êtes tombé sur le Covid, dans une période Covid, donc une période pas facile. Et j'en viens à la prise de décision en elle-même. Vous, aujourd'hui, si on passe un peu du côté entrepreneur, comment vous prenez un peu vos décisions? Je vais parler pas forcément de production, de choses comme ça, mais par exemple, tu parlais de vous agrandir. Je suppose qu'il y a une nécessité qui pousse derrière, mais comment vous vous dites, vous pourriez faire le choix de dire non, on reste comme ça, ça se réduit. trouve. Voilà. Bah, ça se trouve, on va rester comme ça. Ça se trouve, ouais. C'est juste que nous, enfin, surtout moi, parce que Vanessa, après, moi, si tu veux, l'équipe, elle est carrée, ça produit. Moi, si on s'agrandit, surtout pour vendre chocolat, glace, des choses comme ça, pas de denrées périssables, parce que tu vois, un gâteau, ça nécessite livraison tous les jours, ça nécessite perte aussi, ça nécessite aussi une vitrine à gâteau. Enfin, c'est plus compliqué la gestion quoi, en gâteau. Mais tu vois, en chocolat, c'est pas des denrées périssables, tu peux livrer en chocolat une fois par semaine, t'appelles les filles, voilà. Donc moi, question de production, c'est vrai que si on ouvre d'autres boutiques, au pire, j'embauche un autre chocolatier, on produit plus. Mais après, Vanessa, surtout elle, en termes de vente, c'est-à-dire ouvrir une autre boutique, ça veut dire que c'est son image, on va pas l'avoir à l'autre boutique, ça veut dire de gérer les vendeuses à 30, 40, 50 km de distance. Donc là, le problème se pose, quoi, par rapport surtout à elle. Ça peut être dangereux. C'est pas dangereux, parce que si tu veux trouver du personnel au labo, normalement t'es passionné, t'es pâtissier, t'es chocolatier, trouver du personnel en vente. T'es vendeur, oui, mais est-ce que t'es bon vendeur? Est-ce que tu vas bien vendre des produits? Ou est-ce que t'es là pour vendre des parfums, comme tu vendrais des fleurs, comme tu vendrais des chocolats, comme tu vendrais des vêtements? Enfin, c'est un métier, quoi, ça s'apprend, quoi. Donc voilà. Plus elle, donc c'est pour ça, tu vois, ça fait 1 an et demi qu'on sait qu'on veut s'agrandir, mais ça se réfléchit, on se prend pas la tête. Nous, on veut déjà que notre boutique ici soit carrée. Tu vois, là, on est en train de créer plein de nouveaux boîtages, notre nouveau chocolat, comme je te dis, on veut déjà que celle-là, elle soit carrée, qu'elle tourne carrée, bien comme on veut, avant d'aller. Il y en a plein, ils ouvrent des boutiques, alors que la première est pas carrée, résultat, ils se cassent la gueule au bout de 4 ans. Donc, on veut pas que les autres boutiques fassent couler la première. La première, on en est content, elle tourne bien. Si on en a qu'une, on en a qu'une, on a d'autres projets, tu vois, je te parlais de la planche à glace, tout ça, il y aura plein d'autres projets partout, j'ai d'autres projets aussi en tête. Et puis s'il n'y a pas de deuxième boutique, il n'y en a pas, dommage, mais voilà. Ça, c'est surtout moi qui aimerais en avoir plus d'autres que Vanessa. Ok. Et justement, quelle est votre dynamique un peu vous réfléchissez tous les deux. Est-ce que vous faites aussi intervenir d'autres personnes extérieures un peu? Vous faites accompagner dans les prises de décision? Les prises de décision, de toute façon, il n'y a que nous. Parce que j'ai envie de te dire, au pire, le banquier, notre courtier qu'on avait, notre comptable, notre avocat, au pire, ils vont nous conseiller, ils vont nous dire non, faites pas comme ci, faites plutôt comme ça. Mais la prise de décision, si moi je veux ouvrir une boutique demain, s'ils me disent ok, on y va. Si c'est pas eux qui vont prendre les décisions, qui vont m'aider, quoi. Non, les prises de décision, c'est nous deux. Après, oui. Il y a genre Arnaud, mon chef pâtissier qui est souvent avec nous, on demande des conseils, des autres commerçants, tu vois, moi je vais pas à Sens Infuse, hein, et ils vont me dire tu vois ce truc là ça marcherait peut-être, essaye de voir pour développer ça, boum, t'as une bonne idée. On m'a dit il y a un de mes commerciaux même qui m'a dit une bonne idée pour ouvrir quelque chose dont je parlerai pas, mais pour ouvrir un genre de projet quoi, et c'est vrai que lui il a eu une super idée, j'en parle avec Vanessa, on en parle en interne, mais toute idée est bonne à prendre, mais la prise de décision c'est qu'elle et moi, enfin on a voulu ouvrir tous les deux, alors que comptable, banque, courtier nous avait dit que ça allait pas passer. On a dit non, on va ouvrir, on a ouvert. Donc au jour d'aujourd'hui, s'il y a des décisions à prendre, on les prend tous les deux. Et puis on est à 50-50 de toute façon dans la société, donc c'est elle et moi. Et puis voilà.
On trouve souvent ce schéma un peu sur des structures comme les vôtres, sur la partie les fondateurs décident, ça, et ça de toute façon c'est très souvent le cas, mais effectivement avec un cercle de conseils autour qui va vous apporter de la réflexion, des choses comme ça. Et c'est aussi ça, moi, à travers ce podcast-là, que je veux démystifier dans le sens où on a l'image, pareil, et pas que dans vos professions, mais du chef d'entreprise qui décide tout seul et se dit on va faire tel produit du jour au lendemain. Et en fait, qu'il décide tout seul et que tout le monde se met en ordre de marche. Alors il y en a, mais c'est en fait pas la réalité la plus globale, dans le sens où alors oui, vous prenez la décision, ça in fine c'est vous qui prenez la décision, ça c'est sûr, mais derrière il y a tout un arc de conseil, vous échangez beaucoup sûrement avec que ce soit sur la partie production, que ce soit sur la partie investissement, des choses comme ça, pour avoir différents avis et pouvoir prendre une décision en conséquence. Tu vois, là tu parles de la production, mettons avec la naissance, dire on lancerait bien ça. Je vais en parler à Arnaud, moi au pire il va me dire ouais, je sais pas, tu vois, à côté on s'entend super bien avec le fleuriste, avec François, je vais dire qu'est-ce que t'en penses, il va me dire ouais, mais la Lani, je vais dire ça, laisse tomber, c'est une mauvaise idée, on fait pas, tu vois, alors que c'est notre idée, mais il faut pas qu'on soit borné à dire on fait ça, par contre si on fait un truc, on prend les avis de tout le monde quoi, avant de lancer un truc. Après les décisions, sauf si on est vraiment sûr. Après les décisions financières par rapport à du business ou par rapport à ouvrir d'autres trucs, l'avis des autres, après ils vont me dire tu vois, plante-toi pas trop là, mais plus là, ou si tu te mets là, fais plus comme ça, donc on a des villes en tête. Parce qu'il y en a d'autres commerçants ou des clients qui m'ont dit il faut vraiment que vous alliez là. Donc c'est pas nous qui avons trouvé tout seul, qui allons dire on va ouvrir là, c'est une super bonne idée. C'est quand même des gens qui nous aiguillent des pistes parce qu'ils voient qu'il y a moyen de faire quelque chose à des endroits. Mais la décision finale, ce sera les mois dans tous les cas. A contrario, il y a des personnes qu'on n'écoute pas du tout. On avait eu un contexte d'une dame qui nous a, je tairai le nom, mais qui nous a accompagnés dès le départ. Et quand elle était revenue nous voir pour faire un peu le bilan, elle nous avait un peu dit oui, mais il ne faut pas chercher à faire trop, ne prenez pas les entreprises pour l'instant, les gros traiteurs, c'est pas la peine, ça va vous faire trop de travail, faut pas faire ça. Puis au final, on n'a pas écouté. Et au jour d'aujourd'hui, on travaille avec pas mal d'entreprises extérieures, un super traiteur qui nous fait super bien bosser, et ça nous a pas fait couler pour autant. Parce qu'au début, ce qui s'est passé, c'est vu qu'on a ouvert, qu'on a eu pas mal de monde, il a fallu qu'on réinvestisse, tu vois. Au début, on était parti, j'ai une connerie, avec un stock, quand on a produit de 5 000 € de chocolat qui aurait dû partir en 3 mois, il est parti en une semaine. Donc du coup, il a fallu refaire des commandes, refaire des produits, sauf que plus tu refais de commandes, plus il faut payer, et donc forcément, plus il faut en rentrer aussi. Si tu les caisses, il faut encaisser quoi. Et donc elle est passée à ce moment-là, elle a dit vous avez vu, tu vois, on a loué un appartement à l'étage de 80 mètres carrés qui nous sert d'espace de stockage, on lui dit regardez, on a loué l'appartement, tu vois, on évoluait quoi, mais c'est sûr que ça faisait que 5 mois qu'on était ouvert. Et elle nous disait non, faut pas aller aussi vite et tout. On lui dit ouais, mais bon, on a la demande. Oui, mais si on a la demande, ça m'embête de refuser. Tu vois, on refuse des fois des gâteaux parce qu'on n'a pas le temps de les faire. Mais avec l'engouement qu'il y a eu au début, ça m'embêtait de dire à un traiteur avec qui on bosse super bien pour plein de mariages, dire non, je bosse pas avec toi avant 2 ans. Le traiteur, il va aller ailleurs. Ou des entreprises qui viennent chez nous. Vanessa, elle s'est retrouvée des veilles une semaine avant Noël. Oui, bonjour madame, est-ce que je peux avoir 150 boîtes de chocolat ? Vanessa s'est retrouvée à bosser jusqu'à minuit et demi, 1h du matin, à faire ses boîtes pour les clients. Si elle aurait dit non à ces gens-là, l'année d'après, ils auraient dit non, on a été chez les autres l'année dernière, on retourne pas chez. Enfin voilà, tu vois. Enfin, si tu dis non, moi-même en tant que client, j'appelle 2 fois un restaurant pour aller manger, 2 fois c'est complet, la 3e fois, je dis vas-y, c'est bon, je vais pas. Enfin voilà. Ouais, mais il y a ces premières impressions qui font que, et au début, notamment au début de toute entreprise, il y a des fois il faut dire oui entre guillemets, dans le sens où il faut mettre les bouchées doubles et répondre à la demande. Parce que c'est aussi au début vous jouez un enjeu financier sûr, mais vous jouez un enjeu d'image qui est vachement important et qui va être plus bénéfique pour moi selon moi sur la durée que sur l'apport financier que ça peut. Carrément, parce que tu vois des bons restaurants, on en connaît, au final on n'y a jamais été mangé, j'essaye même pas de rappeler parce que c'était toujours complet, comme mettons une pizzeria, tu vas tout le temps vouloir demander des pizzas, elle te dit toujours non, bon voilà, faut d'après, t'y vas plus. Enfin voilà, comme une boulangerie, à force d'y aller, il n'y a jamais de pain parce qu'ils n'ont pas réussi à produire, t'y vas plus, enfin voilà, il faut. Donc bon, on a fait des heures, on a pas mal travaillé, c'était compliqué, mais voilà quoi. On a su. Après, cette personne-là s'inquiétait aussi pour notre fatigue, parce que on venait d'ouvrir, on faisait aller entre 19 et 22 heures par jour, 7 jours sur 7, on dormait que 2 heures par jour. Notre fille, elle dormait par terre dans le magasin, bon, c'était un peu compliqué, mais bon, voilà, ça l'a fait. Ça c'est bon, comme ça tu pourras couper. Attends, je veux juste dire au revoir, regarde. Ouais, vas-y. Tac. T'es parti du coup ? Je vais. Je vais continuer et conclure sûrement.
Mais pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur les approches, c'est aussi ça. Tu vois, moi je me trouve de mon métier actuel beaucoup sur la partie conseil. Donc tu vois, je suis plutôt sur la place de la dame, et c'est aussi une position très inconfortable que moi j'ai beaucoup, dans le sens où souvent on donne des conseils par rapport à des choses qu'on a vues, des cas qu'on a vus, mais chaque cas est particulier. C'est sûrement pour ça, oui. Oui. Mais c'est bien aussi, et c'est là où pour moi que j'ai tendance à dire, et je le dis souvent sur ce podcast-là, c'est de dire un conseil c'est fait pour conseiller, c'est pas fait pour être écouté. Voilà, forcément. C'est pas forcément pour être écouté, et puis c'est pas moi qui prends une décision. Non, puis elle l'a fait dans la bienveillance. Un livreur de quoi? Et c'est parti. Non mais voilà, c'est la position de conseil que je peux comprendre, la position de la dame, mais c'est aussi ça, moi, que je veux mettre en avant dans le podcast, et qui est un cas, là je prends le cas concret, c'est que elle vous a donné un conseil, mais vous avez estimé ne pas avoir à le suivre, et donc vous avez pris votre décision en conséquence. Parce que elle, c'est vrai que ses conseils, c'est vrai qu'elle est là pour aider les entreprises qui se lancent. Donc je pense de voir deux jeunes de 29 ans, avec un enfant en bas âge, à taper du 20 heures par jour, 7 jours sur 7, à agrandir. Elle me l'a dit, elles nous l'ont dit, ils nous ont dit, vous nous avez fait peur. Moi, je te jure, moi, j'avais poussé le coiffeur, me rasais pas, on dormait 2 heures par nuit. Vanessa, elle dormait 3-4 heures par nuit, elle emmenait les enfants à l'école. Moi, le soir, j'allais les chercher à 25 bandes, je les ramenais ici, on mangeait dans le salon de thé, on les couchait au salon de thé, après on retournait bosser, on finissait notre plonge à minuit, on disait, c'est fini. Non, on revient dans 2 heures pour continuer. Donc c'est vrai que, en tant que conseil, tu vois ça, tu dis, mais ils vont vriller, ils vont faire un burn-out, ils vont tout envoyer péter, ou il y en a un, il va pas se réveiller le matin parce qu'il sera resté dans le lit, enfin, tu vois, c'est compliqué. Donc en tant de conseil de vue extérieure, oui, je comprends sa position. Après, nous, on se connaît, on sait qu'on est courageux, mais après, ça, les gens, ils savent pas comment tu es, ils sont là pour conseiller, comme tu dis. C'est là où ils sont conseillés. Non, mais c'est un très bon exemple, et j'en suis content, que ça illustre bien un peu le propos du podcast. Et je vais conclure un peu ce podcast, d'abord en vous remerciant, et puis en vous posant la dernière question qui est, je pense, la plus simple. C'est si on veut vous retrouver, où est-ce qu'on vous trouve? Alors vous, c'est où est-ce qu'on doit venir pour goûter vos pâtisseries, vos chocolateries? À Combourg. Voilà. À Combourg, au 16 rue Notre-Dame, devant la Poste et l'Office du Tourisme. Et je ne peux que vous inviter à venir et à goûter toutes les pâtisseries et tous les chocolats. J'aime beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, Vanessa, Julien, merci beaucoup pour votre temps. Merci à toi, oui. Et puis on va aller faire un petit tour dans la boutique. J'ai quelques achats à faire. D'accord. Allez, à très vite. Allez, on se retrouve pour le petit débrief de cet épisode. Un épisode gourmand. Et oui, on a beaucoup discuté de pâtisserie, de chocolat. Et moi, j'aime ça. Cet épisode m'a notamment marqué, outre l'histoire et les échanges sur ces thèmes de pâtisserie, de chocolat et d'origine de produits, de créativité, m'a beaucoup marqué par la passion. La passion de ce que Julien et Vanessa pour leur métier. Et je l'ai bien senti comme une question que tout néophyte se pose, c'est de dire vous faites de la pâtisserie, la rentabilité est souvent sur du pain, pourquoi vous faites pas du pain? Et la réponse, et vous auriez dû voir la tête de Julien et Vanessa, de dire le pain, c'est pas notre métier en fait. Et c'est là où j'aime ces épisodes. J'aime ces épisodes parce que quelque chose qui peut paraître très extérieur, très logique d'un point de vue extérieur, en fait, d'un point de vue intérieur, d'un point de vue métier, ce n'est pas logique. Et quand ils le mettent en perspective, c'est comme dire à quelqu'un qui travaille dans le digital, pourquoi tu construis pas des PC? C'est pas le même métier. Et c'est là où on rentre vraiment dans la psychologie des métiers et des personnes que j'interviewe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la dynamique qu'ont Julien et Vanessa dans leur prise de décision. Effectivement, et vous le savez, si vous écoutez régulièrement mes podcasts,
les prises de décision se font de plein de manières différentes. Et en fait, ici, moi je retrouve une similarité par rapport à des startups, mais aussi une grande différence. La grande différence, je vais commencer par ça, c'est que ils n'ont pas de conseil d'administration, ils n'ont pas de personne qui va les accompagner d'un point de vue, vraiment concrètement d'un point de vue business. Ils vont le faire beaucoup à l'instinct, mais après l'instinct dans le sens où ils vont penser, ils vont avoir des idées, et derrière, ils vont discuter entre eux, peut-être avec 1, 2, 3 personnes, grand maximum, leur expert comptable qui va les conseiller d'un point de vue financier, mais qui va leur apporter qu'une vue financière. Et ils vont se lancer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y a pas de recherche de personnes qui pourraient les accompagner. Et ça ne veut pas dire que là, ils prennent des décisions qui ne seront mauvaises. Bien sûr, ils pourront en prendre, mais bien sûr, ils pourront prendre des bonnes décisions. C'est juste une autre manière de décider qui est plus organique, j'ai envie de dire. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Le second élément que je trouve et qui est une similarité, c'est, alors là, c'est plus tourné vers de la créativité de produit, c'est le test. C'est impressionnant, du moins avec leur approche c'est impressionnant comment ils testent et changent de produit régulièrement. Test, learn, test, learn. C'est le seul pâtissier que je connaisse qui change autant sa gamme aussi rapidement. Ça, c'est des itérations régulières qu'on retrouve dans le monde des startups. C'est très populaire dans le monde des startups et que on n'en a pas toujours très conscience que ça peut arriver dans des métiers plus manuels, des métiers de créativité, et je trouve ça très intéressant ici dans ce contexte. Voilà, moi, les quelques éléments que je retiens de cet épisode, et comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé. Allez, on se retrouve très vite. Ciao. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce sujet. J'espère que tu as appris plein de choses. Alors, petite mention, quand même que je me dois de faire, c'est que je ne suis pas spécialiste du sujet. Je connais bien le sujet, mais je ne suis pas spécialiste. Il se peut que je dise certaines inexactitudes. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit commentaire et je serai heureux de corriger ça la prochaine fois. Et si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, le partager et surtout à mettre 5 étoiles. C'est ça qui me fait avancer et c'est ça qui me fait connaître auprès des autres. Et je t'en serai super gré. Voilà. Allez, je te laisse. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao.